Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsqu'une force irrésistible rencontre un objet inamovible? Dans le monde feutré et drapé de velours de l'élite parisienne, un homme se croyait véritablement irrésistible. Armand Delacroix, un milliardaire dont le nom était une arme à la Bourse de Paris, pensait que sa fortune pouvait tout lui acheter, y compris le droit d'humilier une simple serveuse. Mais il était sur le point d'apprendre une leçon qui lui coûterait bien plus que de l'argent. Il allait découvrir que parfois, la chose la plus puissante au monde n'est pas un portefeuille d'actions ou une décision de conseil d'administration. C'est une seule phrase, prononcée par une femme qui n'a plus rien à perdre, une phrase qui allait dénouer une décennie de mensonges et changer sa vie à jamais. Restez avec nous pour découvrir la choquante vérité. L'atmosphère du Chêne Doré, un restaurant niché dans un coin tranquille et monumentalement cher du Triangle d'Or parisien, était épaisse de l'odeur de l'argent et de l'huile de truffe. Les conversations n'étaient que des murmures, une symphonie de transactions commerciales discrètes et de potins feutrés, joués sur le doux cliquetis de l'argenterie Christophe sur la porcelaine de Limoges. C'était un monde bâti sur une exécution sans faille, un lieu où la moindre erreur pouvait briser l'illusion de perfection soigneusement construite. Pour Catherine Vance, ou Kate comme l'appelaient ses rares amis, ce n'était qu'un mardi de plus. Un autre double service de 16 heures, passé à naviguer dans cet écosystème fragile des ultra-riches. Ses pieds lui faisaient mal dans ses ballerines noires et pratiques, une douleur sourde qui irradiait le long de sa colonne vertébrale. Le tablier blanc immaculé, noué autour de sa taille, ressemblait plus à une armure qu'à un uniforme, la protégeant du dédain désinvolte de clients qui dépensaient plus pour une bouteille de vin qu'elle ne gagnait en un mois. Elle se déplaçait avec une économie de mouvement née de l'épuisement, son visage un masque exercé de neutralité agréable. Personne ici n'avait besoin de savoir que le sourire n'atteignait pas ses yeux, ou que derrière celui-ci, elle calculait mentalement le coût de la prochaine série de médicaments de sa mère, des médicaments dont les remboursements par l'assurance maladie semblaient diminuer chaque année, laissant une part de plus en plus lourde à leur charge. Chaque pourboire, chaque euro, était une petite victoire contre la marée montante des dettes. Elle portait le poids de ses responsabilités avec une grâce silencieuse, une danse délicate entre le service impeccable et le souci constant qui rongeait son esprit. La maladie de sa mère était un monstre patient, qui dévorait leurs économies et leurs espoirs avec une lenteur implacable. À la table 7, blotti dans une luxueuse banquette de velours, se trouvait le prédateur alpha de la soirée, Armand Delacroix. Il n'était pas seulement riche. C'était un titan, un architecte brutal d'empires industriels, dont l'entreprise, Delacroix Industries, avait la réputation de dévorer ses concurrents tout entiers. Ce soir, cependant, le titan était visiblement agité. Sa mâchoire était un nœud de muscles tendus, ses doigts tambourinant à un rythme frénétique et silencieux sur la nappe damassée. Le verre à moitié vide d'Armagnac de 1975 posé à côté de son coude ne le calmait pas. Son téléphone vibrait sans cesse, chaque vibration étant une nouvelle agression pour ses nerfs à vif. Il était en plein milieu d'une offre publique d'achat hostile, une bataille d'entreprise qui menaçait de démanteler l'empire qu'il avait passé une vie à construire. Un rival arriviste, Maxime Corbin, tournait autour de lui, et pour la première fois de sa vie, Armand ressentait la sensation déconcertante de perdre le contrôle. Le marché était volatile, les actionnaires nerveux, et Corbin était un requin qui sentait le sang. Chaque vibration de son téléphone était un rappel de sa vulnérabilité, une fissure dans la façade impénétrable qu'il présentait au monde. Cette OPA n'était pas seulement une affaire d'argent. C'était une attaque personnelle, une remise en question de son héritage, de son instinct, de sa domination. La pression était immense, un poids écrasant qui transformait le luxe du Chêne Doré en une cage dorée et étouffante. Il avait l'habitude de dicter les termes, de contrôler le récit, mais maintenant, il était sur la défensive, réagissant au mouvement de Corbin au lieu de mener l'attaque. Cette inversion des rôles était une source d'irritation profonde, une bile amère qui montait dans sa gorge et empoisonnait son humeur. Il méprisait la faiblesse, surtout la sienne, et ce soir, il se sentait dangereusement faible, exposé, et la seule façon qu'il connaissait pour combattre ce sentiment était une démonstration de force brute, même si elle était mal dirigée. Catherine s'approcha de la table avec une carafe d'eau glacée, ses sens en état d'alerte. Elle avait déjà servi Monsieur Delacroix. C'était un homme d'habitude et de normes exigeantes, mais ce soir, une énergie volatile émanait de lui, une charge statique qui faisait crépiter l'air autour de lui. « Plus d'eau, Monsieur Delacroix ?» demanda-t-elle, sa voix douce et professionnelle, parfaitement calibrée pour être respectueuse sans être servile. Il ne leva pas les yeux, se contentant de grogner et d'agiter une main dédaigneuse. Alors qu'elle se penchait pour verser, son téléphone vibra de nouveau, plus violemment cette fois. Avec un grognement de frustration, il abattit sa main sur la table, non pas pour faire taire le téléphone, mais dans une pure explosion de rage non dirigée. L'impact envoya une onde de choc à travers la table. La base lourde de son verre d'Armagnac se souleva, bascula et, dans un horrible moment de ralenti, se renversa.
Le liquide ambré, de la couleur du miel foncé et coûtant 300 € le verre, se déversa sur le lin blanc, formant une flaque pendant une seconde avant de s'égoutter sur le pantalon gris immaculé de son costume Dior. Un silence glacial s'abattit sur la table, une bulle de quiétude dans le restaurant autrement bourdonnant. Armand Delacroix baissa les yeux sur la tache sombre qui s'étendait sur sa cuisse. Il regarda le verre vide, puis son regard, froid et tranchant comme des éclats de glace, se leva et se fixa sur Catherine. Son visage, déjà sombre, se tordit en un masque de pure fureur. « Espèce d'idiote maladroite !» siffla-t-il, sa voix basse mais portant le poids létal d'une condamnation à mort. Chaque mot était calculé pour blesser, pour la réduire à néant. Il ne la voyait pas comme une personne, mais comme le catalyseur de sa frustration, l'objet parfait sur lequel décharger la tension insupportable qui le rongeait. La tache sur son pantalon était une manifestation physique du désordre qui menaçait son empire, une souillure visible sur sa perfection calculée, et elle en était la cause. Catherine se figea, la carafe d'eau toujours à la main. « Monsieur, je suis tellement désolé. C'était un taxi. »« Un accident ?» tonna-t-il, sa voix n'étant plus un sifflement mais un rugissement qui fit tourner les têtes aux tables voisines. La délicate symphonie du restaurant s'arrêta brutalement. « Un accident de votre incompétence. Avez-vous la moindre idée de ce que coûte ce costume? Savez-vous ce que coûte cet Armagnac? C'est plus que votre pathétique salaire tout entier. » Il se leva, sa silhouette imposante jetant une longue ombre sur elle. C'était un homme habitué à commander, habitué à ce que les gens se recroquevillent sous son regard. Il pointa un doigt accusateur et tremblant vers elle. « Les gens comme vous sont le problème. Vous dérivez dans la vie sans ambition, sans compétence, sans soin, gâchant tout pour ceux d'entre nous qui construisent réellement des choses, qui comptent vraiment. Vous ne servez à rien d'autre qu'à être dans le chemin. » Le visage de Catherine était pâle, mais ses yeux soutenaient les siens. À l'intérieur d'elle, un barrage de chagrin et de colère soigneusement refoulé, construit au fil des années d'épreuves, commençait à se fissurer. Le visage de son père lui apparut en un éclair. Ses yeux bienveillants, son esprit brillant, la façon dont il parlait de son travail avec une telle passion avant que tout ne lui soit enlevé. L'humiliation de ce moment était un tisonnier brûlant contre cette vieille des profondes blessures. Chaque insulte qu'il proférait n'était pas seulement une attaque contre elle, mais une profanation de la mémoire de son père, un homme qui incarnait l'ambition, la compétence et le soin qu'Armand Delacroix lui déniait si cruellement. Elle sentit une force inattendue monter en elle, une résolution froide qui calmait le tremblement de ses mains. Elle avait enduré bien pire que la colère d'un homme riche et capricieux. Le directeur du restaurant, un homme perpétuellement nerveux nommé M. Dubois, accourut, le visage cendré. « Monsieur Delacroix, mes plus profondes excuses. Nous allons régler cela immédiatement. Le repas est offert par la maison, bien sûr. Le pressing, un nouveau costume. Tout ce que vous désirez. » Armand l'ignora, son regard toujours fixé sur Catherine. « Je veux qu'elle soit renvoyée. Je veux qu'on la jette dehors tout de suite. C'est un poids mort, inutile et inepte pour la société. » Monsieur Dubois se tourna vers Catherine, ses yeux suppliants. « Partez. Allez juste à l'arrière. » Catherine ne bougea pas. Elle sentait les regards de chaque client dans la salle, leur pitié et leur curiosité morbide comme des coups physiques. Toutes les années passées à ravaler sa fierté, à sourire malgré la condescendance, à travailler jusqu'à ce que ses os lui fassent mal pour payer une vie qui lui avait été volée, tout cela fusionna en un seul point de clarté froide et dure. Elle avait été invisible pendant si longtemps. Ce soir, cet homme l'avait rendue visible, seulement pour l'anéantir. Elle abaissa la carafe d'eau, la posant lentement sur une desserte voisine d'une main ferme. Elle redressa son dos, et pour la première fois, le masque de la serveuse agréable se dissolut, remplacé par une expression de profonde hélas tristesse, et autre chose encore, de l'acier. Elle regarda Armand Delacroix droit dans les yeux. Le titan, le bâtisseur d'empire, l'homme qui venait de détruire le peu qui lui restait. D'une voix claire, calme, qui porta à travers la salle désormais mortellement silencieuse, elle prononça une seule phrase. « Vous aviez dit à mon père que vous préserveriez son héritage, monsieur Delacroix. Est-ce ce que vous vouliez dire ?» La phrase resta suspendue dans l'air, électrique et incompréhensible pour les spectateurs, mais pour Armand Delacroix, ce fut comme un coup physique. Les mots contournèrent sa rage et frappèrent quelque chose de profond et de dormant en lui. Pendant une fraction de seconde, le restaurant opulent, le costume taché, les visages stupéfaits, tout disparut. Il fut transporté 10 ans en arrière, dans un environnement différent, stérile, une salle de conférence aux parois de verre. De l'autre côté d'une table en acajou poli se trouvait un homme aux yeux brillants et pleins d'espoir, et à l'esprit qui allait à 1000 à l'heure. Robert Vance. Le nom le frappa comme un fantôme. Vance, la serveuse.
Catherine Vance. Les connexions s'emboîtèrent avec la force d'un TGV. La fureur sur son visage ne disparut pas seulement. Elle fut remplacée par une tempête complexe d'émotions. Le choc fut la première vague, suivie d'une ondulation désorientante de confusion. Il se souvint de l'acquisition de Vance Innovation, une petite mais brillante entreprise technologique qu'ils avaient absorbée. C'était une note de bas de page dans une année d'expansion agressive, un mouvement stratégique mineur géré en grande partie par son bras droit, Grégoire Lemoine. Il se souvint de la passion de Robert Vance, de son plaidoyer presque désespéré pour s'assurer que l'œuvre de sa vie, un algorithme de compression de données révolutionnaire, ne serait pas mise au placard et oubliée. Armand, à sa manière brusque habituelle, avait fait une vague promesse. « Nous valorisons l'innovation, monsieur Vance. Votre héritage est en sécurité avec Delacroix Industries. » C'était une phrase qu'il avait utilisée 100 fois, une platitude vide de sens pour aplanir les aspérités d'une conquête d'entreprise. Il n'y avait plus jamais pensé, jusqu'à maintenant. La serveuse, Catherine Vance, le regardait toujours, son regard inébranlable. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, ce qui était en quelque sorte pire. Il y avait juste une déception profonde et dévastatrice. Le regard de quelqu'un dont les pires craintes sur le monde venaient de se confirmer. Le silence aux chaînes dorées était maintenant absolu. Même le personnel de cuisine jetait un coup d'œil par les portes de service. Quelqu'un dans une banquette d'angle, un jeune investisseur en technologie, avait discrètement levé son téléphone, le point rouge de son enregistrement lumineux, un petit œil malveillant capturant tout l'échange. Monsieur Dubois, voyant sa carrière défiler devant ses yeux, retrouva enfin sa voix. « Mademoiselle Vance, ça suffit. Prenez vos affaires. Vous êtes renvoyée. » Catherine ne lui jeta même pas un regard. Son affaire était avec l'homme en face d'elle. Elle fit un petit signe de tête presque imperceptible, un jugement final et silencieux. Puis elle se retourna, détacha son badge nominatif et le posa sur la desserte à côté de la carafe d'eau. Sans un autre mot, elle s'éloigna, le dos droit, se déplaçant avec une dignité tranquille qui rendit l'explosion d'Armand encore plus grotesque. Elle passa devant les dîneurs bouche bée, traversa le hall orné et sortit dans la nuit parisienne, disparaissant aussi silencieusement qu'elle avait parlé. Armand resta figé, le sang de la colère se retirant de son visage, le laissant pâle et décharné sous l'éclairage doux du restaurant. Le choc commençait à s'estomper, remplacé par une terreur froide et rampante. Ces mots n'avaient pas été seulement une accusation. Ils étaient un miroir, et dedans, il vit un reflet de lui-même qu'il ne reconnaissait pas et qu'il n'aimait certainement pas. Un homme qui rompait ses promesses, qui écrasait des héritages, qui hurlait sur une fille en deuil pour un verre renversé. « Monsieur Delacroix » murmura monsieur Dubois, terrifié. Armand sembla se secouer pour revenir au présent. Il regarda autour de lui les yeux écarquillés et curieux de ses pairs et de ses rivaux. Il venait de se donner en spectacle de la pire manière possible. Il n'était pas seulement un titan. C'était un tyran, un cliché du riche et puissant. Et il l'avait fait à la fille d'un homme dont le nom résonnait maintenant dans sa mémoire avec un poids inconfortable. Dans sa berline avec chauffeur, filant à travers la ville, Armand ne pouvait échapper au visage de Catherine, ni à celui de son père. Il sortit son téléphone, son pouce planant sur sa liste de contacts. Il devait appeler ses avocats, son équipe de relations publiques, se préparer aux retombées. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il appela son assistante de direction, une femme qui était avec lui depuis 20 ans. « Nathalie, » dit-il, la voix tendue. « J'ai besoin que vous sortiez tout ce que nous avons sur une acquisition datant d'il y a environ 10 ans, une société appelée Vance Innovation. Je veux chaque dossier, chaque mémo, chaque email, et je veux savoir ce qui est arrivé à son fondateur, Robert Vance. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Bien sûr, Armand. Est-ce que tout va bien? » « Faites-le, Nathalie. Je veux ça sur mon bureau pour demain matin. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Il appuya sa tête contre le cuir frais. « Vous aviez dit à mon père que vous préserveriez son héritage. » Les mots tournaient en boucle dans son esprit. Il avait bâti un empire sur une réputation d'homme impitoyable mais juste. Un homme dont la parole, une fois donnée, était de fer. Était-il devenu un tel monstre qu'il avait oublié la différence entre un mouvement commercial calculé et une promesse rompue? Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Catherine était assise dans une rame de métro cahotante, le grondement anonyme un réconfort après le silence concentré du restaurant. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle un épuisement profond et tremblant. Elle n'avait pas prévu de dire ça. Les mots étaient venus d'un lieu de vérité pure et sans phare, un lieu qu'elle avait gardé sous clé pendant des années. Pendant un instant, en voyant le choc sur le visage de cet homme puissant, elle avait ressenti une lueur de triomphe. Maintenant, tout ce qu'elle ressentait était la froide réalité de sa situation.
Elle était sans emploi. Les factures médicales de sa mère s'entassaient sur la petite table de sa cuisine. Le loyer était dû la semaine prochaine. Sa seule phrase de défi lui avait probablement tout coûté. Alors que son train entrait bruyamment dans la station, son téléphone vibra. C'était un SMS d'un collègue, un gentil commis de salle nommé Léo. « Kate, ça va ? Un type a tout filmé. C'est déjà sur X. Les gens deviennent fous. » Une vague de nausées la submergea. Ce n'était pas fini. Ce n'était que le commencement. L'écho de ses paroles était sur le point de devenir un rugissement. Le lendemain matin, le monde d'Armand Delacroix était en feu. La vidéo, granuleuse et filmée à distance, était le sujet le plus tendance au monde. Intitulée « Un milliardaire tyran se fait remettre à sa place », elle avait été vue plus de 50 millions de fois. Des médias comme Les Échos et Le Parisien l'avaient reprise, chacun y ajoutant sa propre couche de sensationnalisme. Son visage était partout, déformé par une grimace de rage et de privilège. Mais ce n'était pas l'image de sa colère qui causait le plus de dégâts. C'était l'audio clair de la question finale et dévastatrice de Catherine Vance. Les spéculations allaient bon train. Qui était son père? De quel héritage parlait-elle? Les détectives en fauteuil et les journalistes d'investigation creusaient déjà, et Armand savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse le lien. Il était assis dans son bureau pentouse surplombant un parc monceau gris et bruneux, un épais dossier posé sur son bureau. Nathalie avait livré le dossier d'acquisition de Vance Innovation, projet Rossignol. Il l'ouvrit, l'odeur nette du vieux papier remplissant l'air. Pendant les 3 heures qui suivirent, il lut, et la terreur froide dans son ventre se durcit lentement en un nœud de culpabilité écœurante. C'était pire qu'il ne s'en souvenait. Robert Vance n'était pas seulement le fondateur d'une start-up technologique. C'était un visionnaire. Son algorithme Rossignol était une forme révolutionnaire de compression de données sans perte, avec des années d'avance sur son temps. Delacroix Industries n'avait pas seulement acquis l'entreprise, il l'avait pillée. Les rapports officiels, rédigés par Grégoire Lemoine, son directeur des opérations ambitieux et brutalement efficace, détaillaient comment ils avaient breveté la technologie de base, dissous l'entreprise, licencié tout le personnel, puis mis le projet au placard. La raison invoquée était une incompatibilité d'intégration avec les plateformes existantes de Delacroix. C'était un mensonge. Armand pouvait le voir dans les annexes techniques. Rossignol n'était pas incompatible. Il était trop bon. Il aurait rendu obsolètes des divisions entières du secteur du stockage de données de Delacroix, nécessitant une refonte massive et coûteuse. Lemoine, protégeant son propre domaine et les profits à court terme de l'entreprise, avait recommandé d'acquérir Vance Innovation simplement pour enterrer sa technologie avant qu'un concurrent ne puisse s'en emparer. Armand lut la chaîne de mai entre Lemoine et le service juridique. Il vit les accords de non-divulgation qui muselaient les employés de Vance. Il vit l'indemnité de départ finale et insultante offerte à Robert Vance lui-même, une misère assortie d'une clause de silence. Il se souvint du regard hanté de Robert lors de cette dernière réunion. Il n'avait pas seulement perdu son entreprise. Il avait regardé l'œuvre de sa vie être enfermée dans un coffre-fort et jetée. Le dernier document du dossier était un court rapport d'un tiers, le résumé d'un détective privé sur Robert Vance après l'acquisition. Une série de tentatives infructueuses pour lancer de nouveaux projets, des dettes croissantes, et enfin un acte de décès public. Il était mort d'une crise cardiaque massive 2 ans après l'acquisition. Il n'avait que 54 ans. Le rapport se terminait par une brève note sur ses proches. Une épouse, Hélène, atteinte d'une maladie chronique, et une fille, Catherine, qui avait abandonné son doctorat en informatique à la Sorbonne pour s'occuper de sa mère. Armand ferma le dossier, ses mains tremblant légèrement. Il n'avait pas seulement acheté une entreprise. Il avait démantelé la vie d'un homme, rendu sa fille orpheline et laissé sa famille dans le dénuement. Et il n'avait même pas eu la décence de se souvenir de son nom jusqu'à ce que cette fille soit forcée de lui servir un armagnac. Sa crise de colère au restaurant n'était plus seulement un acte d'arrogance. C'était un post-scriptum macabre à une histoire de profonde cruauté d'entreprise. Il avait crié sur une femme pour avoir renversé un verre alors que sa propre entreprise avait renversé le contenu de toute sa vie sur le pavé et s'était éloignée. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement au 2e étage à Vincennes, qui sentait les vieux livres et le thé au citron, Catherine vivait dans l'œil du cyclone. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des journalistes, des producteurs d'émissions de télévision, même des avocats opportunistes proposant de la représenter. Elle les ignorait tous. Cette célébrité virale ressemblait à une violation, une autre couche de sa vie arrachée et consommée par des étrangers. Sa mère, Hélène, une femme frêle aux yeux qui possédait la même intelligence que ceux de sa fille, était assise, calée sur le canapé du salon, une couverture sur ses genoux. Elle regardait les informations, son expression un mélange de fierté et de terreur.
Tu as été si courageuse, ma chérie, murmura-t-elle, sa voix faible. Tu as dit ce que ton père n'a jamais eu la chance de dire. J'ai été renvoyée, maman, dit Catherine d'une voix plate en préparant du thé dans la minuscule cuisine. Le courage ne paie pas le loyer. Robert aurait été si fier, insista Hélène. Il a toujours dit que cet homme, Delacroix, avait une once d'honneur en lui quelque part, enfouie sous tout cet argent. Il n'a juste jamais eu la chance de la trouver. Catherine n'y croyait pas. Elle avait vu les yeux de l'homme. Il n'y avait pas d'honneur là-dedans, juste une faim creuse et rapace de pouvoir. Le souvenir de son visage tordu de rage lui donnait la nausée. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de lui rappeler une petite promesse rompue parmi des milliers d'autres. Pour lui, sa famille n'était qu'un dommage collatéral, une note de bas de page dans un dossier. Son ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine, affichant une douzaine de sites de recherche d'emploi pour des postes de serveuse. Elle avait un master en informatique, un esprit aussi vif que celui de son père, mais sa vie avait déraillé. Le doctorat était un rêve lointain. Maintenant, toutes ses compétences étaient concentrées sur un seul objectif, les maintenir, elle et sa mère, à flot. Un coup sec à la porte de l'appartement fit sursauter les deux femmes. Le cœur de Catherine battait la chamade. Un journaliste, un huissier. Elle regarda à travers le judas et son sang se glaça. Ce n'était pas un journaliste. C'était un homme dans un costume parfaitement taillé, tenant une mallette en cuir. Elle ne le reconnaissait pas, mais il avait l'air indubitable du pouvoir de l'entreprise. Il semblait appartenir au monde d'Armand Delacroix, pas au sien. « Mademoiselle Vance », dit l'homme à travers la porte, sa voix polie mais ferme. « Je m'appelle Arthur Colbert. Je travaille pour Delacroix Industries. Monsieur Delacroix m'envoie. Il aimerait vous parler. » Catherine sentit une vague de colère et de défi. Après tout ça, il envoyait un de ses sbires pour lui offrir de l'argent pour son silence. Pour la menacer ? « Dites à monsieur Delacroix que je n'ai rien à lui dire, » cria-t-elle en retour, sa voix tremblante. « Il avait anticipé que vous pourriez dire cela, mademoiselle Vance, » répondit l'homme, son ton inchangé. « Il m'a demandé de vous dire que cela ne concerne pas ce qui s'est passé au restaurant. Cela concerne votre père et un projet nommé Rossignol. » Le nom de Rossignol fut une clé tournant une serrure dans le cœur de Catherine. C'était le nom privé que son père donnait à son magnum opus, un nom qu'elle n'avait pas entendu prononcer par un étranger depuis une décennie. C'était le mot de passe de son passé. Contre son meilleur jugement, elle déverrouilla la porte. Arthur Colbert était exactement ce qu'il paraissait être. Un conseiller juridique principal pour Delacroix Industries, avec un comportement calme qui pouvait apaiser une panique ou masquer une menace avec la même aisance. Il n'offrit ni argent ni excuse. Il offrit une réunion. Monsieur Delacroix souhaite vous parler en personne, dans un lieu neutre de votre choix. Il pense que c'est une question d'intérêt mutuel. Le premier instinct de Kate fut de lui claquer la porte au nez. Sa mère, cependant, fit un léger signe de tête depuis le canapé. « Écoute-le, Catherine, » murmura Hélène. « Pour ton père. » Et ainsi, 2 jours plus tard, Catherine se retrouva assise dans une salle de réunion stérile et anonyme d'un cabinet d'avocats du centre-ville, un lieu sans histoire pour aucun d'eux. Elle portait son meilleur chemisier et un pantalon, se sentant désespérément dépassée. Armand Delacroix était assis en face d'elle, non pas dans un costume de pouvoir, mais dans un simple pull sombre et un pantalon. Il paraissait plus vieux qu'au restaurant, fatigué. Le titan avait l'air humain. Il ne commença pas par des excuses. Il commença par le dossier, plaçant l'épais classeur du « projet Rossignol » sur la table entre eux. « J'ai lu ceci », dit-il, sa voix calme, dépouillée de son autorité habituelle. « J'ai tout lu. Ce que mon entreprise a fait à votre père, à son travail, était inexcusable. C'était un acte de vandalisme d'entreprise gaspilleur et déshonorant. Il n'y a aucune excuse pour cela. » Catherine écoutait, les bras croisés, son expression un masque de pierre. Elle s'était attendue à de la fanfaronnade, à un déni ou à une offre dérisoire. Elle ne s'était pas attendue à cette confession abrupte et sans phare. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix froide. « Parce que votre équipe de relations publiques vous l'a conseillé. Parce qu'une vidéo de vous est devenue virale. » En partie, admit-il, son honnêteté la désarmant légèrement. « La vidéo m'a forcé à regarder. Mais ce que j'ai trouvé, c'est pour ça que je suis ici. Grégoire Lemoine, mon directeur des opérations, a enterré le travail de votre père pour protéger sa propre division. J'ai donné mon accord. Je n'ai pas fait attention. La faute est mienne. J'ai manqué à ma parole envers votre père. » Il la regarda enfin droit dans les yeux. « Pour cela, je suis vraiment désolé, mademoiselle Vance. » L'excuse, quand elle vint, fut simple, directe,
et atterrit avec le poids de la sincérité. Catherine sentit le mur de pierre en elle se fissurer un peu. « Des excuses ne paient pas les factures médicales de ma mère, » dit-elle, l'amertume revenant. « Elle ne ramène pas mon père. »« Je sais, » dit Armand. « C'est pourquoi je ne suis pas seulement ici pour m'excuser. Je suis ici pour faire une proposition commerciale. » Il expliqua la situation, l'offre publique d'achat hostile de son rival, Maxime Corbin. L'entreprise de Corbin avait récemment breveté une nouvelle technologie de streaming de données hyper efficace qui faisait passer Delacroix Industries pour un dinosaure. Leurs actions chutaient. Le conseil d'administration perdait confiance. La technologie de Corbin, dit Armand en se penchant en avant, est une pâle imitation de ce que votre père créait il y a 10 ans. Rossignol était plus que de la compression. Il était prédictif, adaptatif. C'était un saut quantique. Nous l'avons mis au placard, mais nous détenons toujours les brevets. Le problème, c'est que l'équipe de Lemoine a dépouillé les fichiers du projet. Ils ont pris le code de base, mais ont effacé toutes les recherches de votre père, ses schémas, ses applications théoriques. Ils ont pris le moteur, mais ont jeté les plans. Nous avons un coffre-fort rempli de pièces que nous ne savons pas comment assembler. Il fit une pause, laissant les implications s'installer. Vous avez abandonné un doctorat en informatique à la Sorbonne. Votre spécialité était l'architecture algorithmique. Vous avez travaillé avec votre père dans son laboratoire quand vous étiez adolescente. Je crois, mademoiselle Vance, que vous êtes la seule personne sur Terre qui pourrait savoir comment réassembler ces pièces. Catherine le dévisagea, abasourdie. Il voulait son aide. Il voulait qu'elle sauve l'entreprise qui avait détruit sa famille. L'audace pure et simple de la chose était à couper le souffle. « Vous devez être fou, » murmura-t-elle finalement. « Vous voulez que je vous aide ? Vous voulez que j'utilise le travail de mon père pour sauver l'homme qui l'a ruiné. Je veux vous donner une chance d'accomplir son héritage, » contra Armand, sa voix retrouvant une étincelle de son ancienne intensité. Pas seulement pour sauver mon entreprise, mais pour lancer sa technologie dans le monde comme il le voulait. Je créerai une nouvelle division au sein de Delacroix Industries, la division Vance, entièrement construite autour de Rossignol. Vous la dirigerez. Je financerai une fondation caritative au nom de votre père, la fondation Robert Vance, pour promouvoir les jeunes innovateurs. Nous publierons une déclaration publique clarifiant toute l'histoire de l'acquisition et le créditant comme l'architecte de notre avenir. Je vous rendrai son nom, mademoiselle Vance, et je vous donnerai les ressources pour m'assurer qu'il ne soit jamais oublié. C'était une offre impossible, un pacte avec le diable enveloppé dans un fantasme. Elle devrait travailler avec l'ennemi juré de sa famille. Elle devrait entrer dans le siège de l'entreprise qui était un monument à l'échec de son père. Mais il lui offrait la seule chose qu'elle désirait plus que la vengeance, la justice. Une chance de montrer au monde qui était Robert Vance. Une chance de finir ce qu'il avait commencé. « Et les soins médicaux de ma mère ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Seront pris en charge. »« À vie ?» dit Armand sans hésitation. « Une nouvelle maison, les meilleurs médecins, tout ce dont elle a besoin. Ce n'est pas négociable. » Catherine se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la circulation en bas. Son esprit était un tourbillon. C'était un chemin de retour vers la vie qui lui avait été volée. C'était un chemin pavé d'hypocrisie et de douleur, mais il menait à une destination qu'elle avait abandonnée depuis longtemps. Elle pensa au visage las de sa mère, à la pile de factures impayées, au vieux carnet poussiéreux de son père, rempli d'équations brillantes qui n'avaient jamais vu le jour. Elle se retourna pour lui faire face, ses yeux clairs et d'une intelligence féroce. « J'ai des conditions, » dit-elle. « Les excuses publiques viennent en premier, et je ne réponds qu'à vous. Lemoine doit être tenu complètement à l'écart de ce projet, et je veux un accès complet à tous les dossiers d'acquisition originaux, tout. » Armand Delacroix regarda la jeune femme devant lui. Elle n'était plus seulement une serveuse. Elle était la fille de son père, une force avec laquelle il fallait compter. Il vit dans ses yeux le même feu qu'il avait vu dans ceux de Robert Vance une décennie plus tôt. Cette fois, il ne serait pas assez stupide pour essayer de l'éteindre. « Acceptez, » dit-il, tendant une main sur la table. Hésitante, Catherine Vance tendit la sienne et la serra. Une alliance improbable et peut-être impie était formée. La première semaine de leur alliance fut une épreuve du feu. Fidèle à sa parole, Armand publia une déclaration publique qui provoqua une onde de choc dans le monde financier. C'était une leçon de maître en contrition d'entreprise, reconnaissant la suppression contraire à l'éthique de la technologie de Robert Vance et annonçant la formation de la division Vance pour corriger une erreur vieille de 10 ans. Il s'excusa publiquement auprès de Catherine. La frénésie médiatique fut immense, mais cette fois, c'était selon ses conditions. Il avait remodelé le récit, passant d'une cruauté personnelle à une rédemption d'entreprise.
Pour Catherine, entrer dans l'étincelante et monolithique tour de la Croix fut une expérience surréaliste. C'était comme entrer dans le ventre de la bête. Les employés la dévisageaient et chuchotaient en son passage, la serveuse virale qui était maintenant, inexplicablement, une chef de projet senior. Armand lui donna un grand laboratoire vide au 48e étage, une toile blanche avec une vue imprenable sur Paris. Il tint sa promesse. Elle lui rendait compte directement, contournant toute la hiérarchie de l'entreprise, à la fureur visible de Grégoire Lemoine. Lemoine, un homme aux yeux de prédateur et au sourire qui n'atteignait jamais ses yeux, voyait Catherine comme une menace profonde. Il fit connaître son mécontentement par une série de mémos passifs-agressifs sur l'allocation budgétaire et les protocoles de sécurité pour le nouveau projet de vanité. Armand le rembarrait à chaque fois, créant une bulle de protection autour de Catherine et de son travail. La première tâche était de récupérer l'âme de son père de la machine de l'entreprise. Catherine, avec la pleine autorité d'Armand, réquisitionna les serveurs originaux contenant le code fragmenté de Rossignol. Ce qu'elle trouva était un cimetière numérique. L'équipe de Lemoine avait été brutalement efficace, arrachant l'algorithme de base et supprimant toutes les données contextuelles, les commentaires, les notes de recherche, tout ce qui en faisait plus que de simples lignes de code. Mais son père avait été paranoïaque et brillant. Il lui avait enseigné la stéganographie numérique, l'art de cacher des données dans d'autres fichiers. Pendant 2 semaines, Catherine travailla sans relâche, alimentée par du café et un besoin brûlant de ressusciter le fantôme de son père de la machine. Elle passa au crible des téraoctets de données apparemment inutiles, de fichiers images corrompus et de pistes audio vides laissées sur les serveurs. Et puis elle le trouva. Caché dans les données de pixels d'un fichier de logo d'entreprise sans signification se trouvait un conteneur chiffré, une capsule temporelle numérique. Elle le déchiffra en utilisant un mot de passe qu'elle connaissait par cœur. Le nom du voilier que son père avait toujours rêvé d'acheter, l'Errant. À l'intérieur se trouvait tout. Son code source complet et non édité. Ses journaux vidéo, ses documents de recherche, ses modèles théoriques, et le vrai nom du projet. Ce n'était pas Rossignol. C'était le nom que Delacroix lui avait donné. Son père l'avait appelé le protocole Phénix, car son but était de permettre aux données de renaître des cendres de l'obsolescence. Elle et Armand regardèrent les journaux vidéo ensemble dans le laboratoire, tard un soir. Sur l'écran, un Robert Vance plus jeune et vibrant gesticulait sauvagement, son visage illuminé par la passion de la création. Il expliquait sa théorie non pas seulement comme un outil de compression, mais comme une nouvelle forme révolutionnaire d'architecture de données qui pouvait reconstruire et même prédire les informations manquantes dans un flux de données. C'était plus intelligent, plus rapide et plus élégant que tout ce que Maxime Corbin avait. C'était la clé. Travailler ensemble forgea un lien étrange et complexe entre eux. Le vaste gouffre de pouvoir et d'histoire demeurait, mais il était désormais enjambé par un objectif commun. Armand, loin de la salle du conseil, était un homme différent. Il était vif, curieux, et possédait une compréhension profonde, presque oubliée, des principes d'ingénierie de ses débuts. Il passait des heures dans le laboratoire avec Catherine, non pas en tant que patron, mais en tant que collaborateur, écoutant attentivement alors qu'elle expliquait les concepts ésotériques derrière le travail de son père. Il voyait la façon dont son visage s'illuminait, de la même manière que celui de son père sur l'écran. Il était témoin direct de l'héritage qu'il avait failli détruire. La culpabilité était une compagne constante, mais elle était maintenant recouverte d'un puissant sentiment de mission. Il ne sauvait plus seulement son entreprise. Il se rachetait. Catherine, à son tour, commença à voir au-delà du monstre du restaurant. Elle vit un homme piégé dans sa propre prison, une cage dorée de pouvoir et d'isolement. Elle vit sa relation tendue avec sa propre fille, dont il parlait avec un mélange de fierté et de regret. Elle vit un homme qui avait perdu son chemin et qui essayait peut-être maintenant de trouver une nouvelle carte. L'animosité ne disparut pas, mais elle s'adoucit en un respect fonctionnel hélas. Ils reconstruisirent le protocole Phénix ensemble, pièce par pièce. Le génie hérité de Catherine traduisit les théories de son père en code moderne et pratique, tandis que les vastes ressources d'Armand fournissaient le matériel et le soutien dont elle avait besoin. Ils étaient une armée de 2 personnes courant contre la montre. La réunion du conseil d'administration où le vote sur l'OPA de Corbin aurait lieu était dans moins d'1 mois. Un soir, alors qu'ils exécutaient une simulation qui montrait que le protocole surpassait la technologie de Corbin d'un facteur 50, Armand la regarda, son expression inhabituellement vulnérable. « Il serait fier de vous, Catherine, » dit-il, sa voix calme. « Pas seulement pour ça, mais pour ce que vous avez fait au restaurant. Vous m'avez rappelé l'homme que j'étais censé être. » C'était le plus près qu'il en était venu d'aborder la blessure personnelle et à vif entre eux. Catherine hocha simplement la tête, ses yeux fixés sur les lignes de code en cascade sur l'écran. Le fantôme numérique de son père volant enfin librement. Le phénix était prêt à renaître.
Mais ils étaient tous les deux sur le point de découvrir qu'une vieille trahison avait laissé derrière elle plus que des cendres. À seulement 48 heures de la réunion du conseil d'administration, l'atmosphère dans la tour de la Croix était électrique de tension. Catherine et Armand avaient une démonstration fonctionnelle du protocole Phénix. C'était plus qu'une preuve de concept, c'était une révélation. Ils avaient préparé une présentation qui non seulement mettrait en valeur sa supériorité technique sur la technologie de Maxime Corbin, mais exposerait également une stratégie sur 5 ans sur la manière dont la division Vence révolutionnerait chaque aspect de Delacroix Industries. C'était leur balle d'argent, l'arme qui tuerait l'offre de rachat et lancerait l'entreprise dans une nouvelle ère. La veille de la réunion, Catherine effectuait un dernier diagnostic, un test d'intégration complet du système pour s'assurer qu'il n'y avait pas de bug caché. Elle était assise seule dans le laboratoire, les lumières de la ville scintillant à l'extérieur, une tasse de café froid à moitié vide à ses côtés. Alors que le diagnostic progressait, un drapeau rouge apparut sur son écran. Une anomalie, une sous-routine minuscule, presque imperceptible, était intégrée au cœur du protocole. Ce n'était pas son code et ce n'était pas celui de son père. C'était une porte dérobée. Un logiciel malveillant habilement déguisé qui, lorsqu'il serait activé par un signal externe, provoquerait le plantage de tout le système, effaçant des données clés au passage. C'était un interrupteur d'urgence. Une terreur froide l'envahit. Ce n'était pas un bug aléatoire. C'était un sabotage délibéré. Son esprit s'emballa. Qui aurait pu faire ça? L'accès au laboratoire était sévèrement restreint. Seule elle, Armand et une poignée de techniciens de confiance triés sur le volet avaient l'autorisation. Le code lui-même avait été isolé, déconnecté du réseau principal de l'entreprise. Le seul moyen pour le logiciel malveillant d'entrer était via un matériel ou un lecteur de données introduit dans le laboratoire. Elle consulta les journaux d'accès et d'équipement du laboratoire. Ses yeux parcoururent les entrées, son cœur battant à tout rompre. Et puis elle le vit. Une entrée datant de 3 jours plus tôt. Grégoire Lemoine avait visité le laboratoire. La raison officielle était une inspection de routine du matériel de sécurité. Il était resté seul dans la salle des serveurs pendant 15 minutes. Cela semblait impossible. Lemoine était le directeur des opérations. C'était un serpent, oui, mais pourquoi saboterait-il la chose même qui pourrait sauver l'entreprise qu'il aidait à diriger? Cela n'avait aucun sens. À moins qu'il ne veuille pas que l'entreprise soit sauvée. Catherine appela immédiatement Armand, sa voix tendue par l'urgence. « Nous avons un problème, un gros problème. Retrouve-moi au laboratoire maintenant. Ne dis à personne où tu vas. » Quand Armand arriva, son visage était sombre. Catherine lui montra le code malveillant. Elle expliqua sa théorie, son doigt pointant le nom de Lemoine sur le journal d'accès. « Grégoire, » dit Armand, sa voix un faible grognement d'incrédulité. « Il est avec moi depuis 15 ans. C'est mon bras droit. » « C'est lui qui a enterré le travail de mon père, » lui rappela doucement Catherine. « Il a le plus à perdre si la division Vence réussit. Cela rendrait tout son secteur de données obsolète. Il serait mis sur la touche. » Armand s'affaissa dans une chaise, la couleur quittant son visage. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image de trahison bien plus profonde qu'il n'aurait pu l'imaginer. Les sapes constantes de Lemoine envers le projet, ses pics subtils à Catherine, son soutien vocal à l'idée de considérer l'offre initiale de Corbin. Ce n'était pas de la politique d'entreprise. C'était de la trahison. « Maxime Corbin n'était pas seulement mon rival, » murmura Armand, pensant à voix haute. Lui et Grégoire ont gravi les échelons en même temps. Ils ont travaillé ensemble dans une autre entreprise avant que je ne débauche Grégoire. La connexion était indéniable. Lemoine n'essayait pas seulement de protéger sa position. Il aidait activement Corbin à prendre le contrôle de l'entreprise de l'intérieur. L'interrupteur d'urgence était le coup final. Il laisserait Armand présenter le protocole Phénix au conseil, le laisserait jouer toute sa réputation dessus, puis Corbin ou Lemoine activerait la porte dérobée, faisant planter le système devant tout le monde. La démonstration échouerait de manière spectaculaire. Le conseil perdrait toute confiance restante en Armand, et il voterait pour vendre à Corbin. Lemoine serait probablement récompensé par le poste de PDG dans la nouvelle société. L'ampleur de la trahison était stupéfiante. Elle remontait à des années, peut-être même à l'acquisition de Vence Innovation elle-même. Lemoine n'avait pas seulement enterré le travail de Robert Vence pour protéger sa division. Il l'avait fait pour supprimer un atout potentiel qui aurait pu rendre Delacroix Industries trop puissant pour que Corbin puisse jamais le défier. « Nous avons moins de 24 heures, » dit Armand, ses yeux durs comme le silex. La lassitude avait disparu, remplacée par la fureur froide d'un roi qui a découvert un traître dans sa cour. Nous ne pouvons pas simplement supprimer le code. Il le saura. Il aura un plan de secours.
Nous devons l'exposer. Un plan commença à se former, un pari à haut risque construit sur l'arrogance de leur ennemi. Ils poursuivraient la présentation comme prévu, mais au lieu de faire la démonstration en direct sur le système principal, Catherine la ferait depuis un ordinateur portable propre et isolé. Pour le grand final, Armand inviterait Grégoire Lemoine sur scène pour aider à lancer l'intégration complète du réseau. On lui donnerait l'honneur d'appuyer sur la touche finale. C'était le piège parfait. Lemoine, croyant qu'il était sur le point de déclencher la destruction de l'entreprise, déclencherait plutôt la sienne. Catherine travailla toute la nuit, codant une nouvelle sous-routine. Quand Lemoine appuierait sur la touche, cela ne ferait pas planter le système. Cela projetterait chaque preuve qu'ils avaient sur l'écran massif derrière la scène. Le code malveillant lui-même, les journaux d'accès du laboratoire, et quelque chose d'autre que l'équipe de sécurité d'Armand venait de découvrir. Des emails incriminants entre Lemoine et Maxime Corbin, récupérés des serveurs archivés de l'entreprise. Le lendemain, la salle du conseil était bondée. L'air était épais de tension. Catherine se tenait près d'un terminal latéral, son cœur battant la chamade. Armand était sur scène, prononçant le discours de sa vie, sa voix résonnant d'une passion renouvelée. Il parla des erreurs passées et de la rédemption future. Il parla de Robert Vance. Il dévoila le protocole Phénix. La démonstration fut impeccable. Le conseil était captivé, leur scepticisme fondant comme neige au soleil. Puis vint le moment. Pour marquer cette nouvelle ère, annonça Armand, je veux inviter mon directeur des opérations de longue date, un homme essentiel au succès de notre entreprise, Grégoire Lemoine, à me rejoindre sur scène pour initier le lancement final. Grégoire Lemoine monta sur scène, un sourire suffisant et triomphant sur son visage. Il serra la main d'Armand, l'image même de la loyauté. Il se tint devant le clavier, le héros conquérant sur le point de porter le coup de grâce. « Faites-le, Grégoire », dit Armand, sa voix chargée de sous-entendus. Lemoine appuya sur la touche entrée. Mais le système ne planta pas. Au lieu de cela, l'écran principal clignota et une ligne de code malveillant apparut, surlignée en rouge pour que tous la voient. Puis, le journal d'accès avec le nom de Lemoine encerclé, et enfin ses emails à Maxime Corbin détaillant tout leur plan. Un souffle collectif traversa la salle. Lemoine se figea, son visage devenant d'un blanc maladif, son sourire confiant se transformant en un masque de pure horreur. Il était exposé, totalement et complètement. Armand s'avança vers le microphone, sa voix glaciale. « Sécurité », dit-il calmement. « Escortez Monsieur Lemoine hors du bâtiment. » Alors que les gardes de sécurité flanquaient un Lemoine abasourdi et le conduisaient hors de la scène, la salle resta silencieuse un instant, puis elle éclata en chaos. Le piège avait été tendu. La trahison était révélée. Les retombées de la dénonciation de Grégoire Lemoine furent rapides et brutales. Le conseil d'administration, face à des preuves indéniables d'espionnage industriel et à une technologie révolutionnaire avec le protocole Phénix, vota à l'unanimité contre l'offre de rachat de Maxime Corbin. Corbin, impliqué dans le scandale, retira son offre dans l'heure et se retrouva bientôt l'objet d'une enquête de l'autorité des marchés financiers. L'histoire de la chute spectaculaire de Lemoine devint le nouveau sujet de conversation de la finance parisienne, éclipsant entièrement le compte du milliardaire tyran. L'action de Delacroix Industries ne se contenta pas de se redresser, elle s'envola. Dans la foulée, Armand Delacroix agit avec une clarté décisive qu'il n'avait pas eue depuis des années. Il n'était pas seulement un PDG sauvant son entreprise. C'était un homme reconstruisant ses propres fondations. Son premier acte fut de tenir une conférence de presse, non pas depuis son bureau, mais depuis le centre d'innovation Robert Vance fraîchement baptisé, le laboratoire du 48e étage. Avec Catherine à ses côtés, il n'annonça pas seulement le succès du protocole Phénix. Il raconta toute l'histoire. Il parla de Robert Vance non pas comme d'une note de bas de page, mais comme d'un visionnaire. Il parla de ses propres manquements, de sa promesse rompue, et de la façon dont le courage de Catherine l'avait forcé à affronter une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Il l'annonça formellement comme présidente de la division Vance, une branche autonome et largement financée de l'entreprise dédiée aux technologies de rupture. Il dévoila également la première initiative de la nouvelle division, la Fondation Robert Vance, dotée de 100 millions d'euros, avec pour mission d'accorder des subventions à de jeunes inventeurs et chercheurs indépendants, le genre d'esprit brillant si souvent écrasé par le monde de l'entreprise. C'était plus que ce que Catherine avait jamais espéré. C'était une résurrection. Le nom de son père n'était plus synonyme d'échec, mais un phare pour l'innovation. Son héritage n'était pas seulement préservé. Il était magnifié. La vie de Catherine se transforma. Elle installa sa mère dans une belle maison de ville accessible avec un petit jardin et organisa les meilleurs soins médicaux que l'argent pouvait acheter. Pour la première fois depuis des années, elle vit un bonheur authentique et sans fardeau dans les yeux de sa mère.
Sa propre vie trouva un nouveau but inattendu. Elle s'épanouit dans son nouveau rôle, se révélant être une dirigeante aussi avisée qu'une codeuse brillante. Elle remplit la division Vance de personnes vives et passionnées, créant une culture de créativité et de respect qui contrastait fortement avec l'environnement impitoyable du reste de l'entreprise. Elle n'était plus une serveuse au service des puissants. Elle était une femme puissante au service d'une mission en laquelle elle croyait. Sa relation avec Armand se stabilisa en un équilibre complexe mais stable. Le gouffre de leur histoire serait toujours là, mais ils avaient construit un pont solide de respect mutuel par-dessus. Il devint une sorte de mentor, la guidant à travers les courants perfides de la direction d'entreprise, tandis qu'elle, à son tour, devint sa conscience, un rappel constant du coût humain des affaires. Ils étaient partenaires, non pas au sens romantique, mais dans une entreprise commune de rédemption. Il commença même à réparer la relation brisée avec sa propre fille, humilié par la leçon que Catherine lui avait enseignée sur l'importance de la famille et de l'héritage. Un après-midi d'automne vif, 1 an après la confrontation aux Chênes Dorés, Catherine se tenait sur la terrasse d'observation de la Tour de la Croix, regardant la ville tentaculaire. Armand vint se tenir à côté d'elle. « Quelle vue » dit-il doucement. « Mon père a toujours voulu un bureau avec une vue », répondit Catherine, un doux sourire sur son visage. Il disait que ça l'aidait à voir la situation dans son ensemble. Il la voyait plus clairement que n'importe lequel d'entre nous, reconnut Armand. Il fit un geste vers la ville. Rien de tout cela n'a d'importance, vous savez. Les tours, le cours de l'action. C'est tout temporaire. Ce qui dure, c'est ce que vous construisez chez les gens. L'héritage que vous laissez derrière vous. Votre père a construit quelque chose d'incroyable en vous, Catherine. À ce moment, Catherine comprit enfin. Le véritable héritage de son père n'était pas un morceau de code. C'était l'intégrité, l'intelligence et la force qu'il lui avait inculquées. Le protocole Phénix ne concernait pas seulement les données. C'était sa propre histoire. Elle était renée des cendres de la ruine de sa famille, non pas pour chercher vengeance, mais pour construire quelque chose de mieux. Elle n'avait pas seulement obtenu justice pour son père. Elle avait, d'une certaine manière, sauvé Armand de la croix de lui-même, le forçant à devenir l'homme qu'il était toujours censé être. Sa seule phrase dans ce restaurant n'avait pas été une fin. C'était un commencement, prouvant que parfois la plus petite voix peut provoquer l'écho le plus fort et le plus significatif, changeant le monde, non pas avec un rugissement, mais avec le pouvoir tranquille et inébranlable de la vérité. Et c'est l'incroyable histoire de Catherine Vance et d'Armand Delacroix. Une histoire qui prouve que la richesse et le pouvoir ne font pas le poids face au courage et à la conviction. C'est un rappel puissant que sous la surface de nos vies quotidiennes, il y a des connexions cachées et des histoires oubliées qui peuvent tout changer en un instant. Une seule phrase prononcée au bon moment a dénoué une décennie d'injustice et a donné à 2 personnes très différentes une seconde chance de construire un meilleur héritage. Pensez-vous que la rédemption d'Armand était sincère? Auriez-vous pu lui pardonner à la place de Catherine? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a ému, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime », la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de la vie réelle qui vous choqueront et vous inspireront. Merci de votre écoute.